Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que God of War est un jeu très violent. Si vous êtes une âme sensible, s'abstenir de regarder cette vidéo, c'est pas une mauvaise idée. Avec tout ça, je vous souhaite une bonne vidéo. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Kratos avait autrefois été le champion des dieux. Bête infâme! Je vais vous renvoyer dans les enfers! Bonjour à tous et bienvenue les amis, et bienvenue sur un nouveau rétro-test qui va se porter sur le jeu God of War, le tout premier du nom, hein, celui qui a lancé la série. Et il se portera également sur la console, la PlayStation 2 aussi, qui fera partie de ce rétro-test. Mais avant ça, dites bonjour à l'intro. Bon, d'abord, on va commencer un peu à parler de la console qui a obtenu God of War en tant que jeu. Hein. Donc, je peux évidemment de la PS2, PlayStation 2. Je vais préciser, on sait jamais. Hein. La console elle est sortie le 4 mars 2000 au Japon. En Amérique du Nord, c'est sorti le 26 octobre 2000 et en Europe le 24 novembre 2000. Donc voilà, vraiment 2000, 2000, hein, la toute première année de l'an 2000, crac, ça y est, pouf, la PS2 sort. Et elle a fait énormément de ventes. Enfin, quand même, ça fait plus de 155 millions d'unités vendues dans le monde. C'est énorme, c'est titanesque. Hein. Et surtout, elle a une durée de vie record. Enfin, ce que je veux dire par durée de vie, je vous rappelle, elle est sortie en 2000. Elle a été produite jusqu'en 2013. Soit 13 ans d'activité. C'est pas mal. 13 ans d'activité pour une console. Je sais pas, j'ai pas trop d'exemples sous la main, mais c'est quand même pas mal. 3 ans, 3 ans, non. 13 ans d'activité d'une console, c'est vraiment, mais vraiment bien. Et Tony, c'est une des plus grandes consoles de l'histoire du jeu vidéo. Hein. La PS2, c'est... Voilà. Parce que forcément, elle a apporté des innovations, cette PS2. Alors déjà, elle avait beaucoup de puissance pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la puissance d'une PS2 c'est minable, mais à l'époque c'était, vous savez, le contexte de l'époque, hein, c'était grandiose. À l'époque, voilà, la PS2 c'était quelque chose. Parce qu'elle avait un processeur Emotion Engine à 294 MHz. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Si vous êtes professionnel dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, parce que je n'y connais rien. Elle avait une mémoire vive de 32 mégaoctets. Alors, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires là. Vous allez le faire. Et comment ça, 32 mégaoctets? C'est nul à chier, 32 mégaoctets, qu'est-ce que tu nous parles? Et bah à l'époque c'était gros, 32 mégaoctets. Oui, parce qu'aujourd'hui, forcément, c'est nul, 32 mégaoctets au possible. Alors qu'à l'époque, c'était titanesque. C'était énorme, comme il dirait Jamie. Ensuite, elle avait également de puissants graphismes, donc elle pouvait gérer des mondes 3D vastes et beaucoup plus réalistes que son ancêtre la PlayStation. Donc, c'est un peu logique en même temps, c'est pas la même année de sortie. Hein. Et elle avait, et alors ça, un support DVD-ROM. Donc ce que veut dire qu'en fait les jeux maintenant étaient en DVD puis en CD, parce que à l'époque les jeux étaient en CD, sauf que c'est beaucoup moins puissant qu'un DVD. Hein, CD. Aujourd'hui, les CD, c'est pour la musique, tout ça. À l'époque, il y avait certains jeux, les jeux PlayStation étaient sur CD. Là, c'est DVD-ROM, donc DVD, hein, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est un coup de génie parce que, en plus du coup que les jeux soient en DVD,
Bah, un lecteur DVD, ça va permettre de lire quoi? Bah oui, vous pouvez lire des films. Et oui, la PlayStation 2, ça a été la première console où vous pouviez, où il y avait un lecteur DVD intégré à la console. Et en plus, à l'époque, les lecteurs DVD, ça coûtait une fortune. Et donc, bah, les gens, ils se disent, on a le choix entre acheter un lecteur DVD qui coûte hyper cher, ou on pourra juste lire des DVD et c'est tout. Enfin, on va le film une, deux, trois fois et c'est terminé. Ou alors, on peut acheter une PlayStation 2, qui peut lire tout aussi bien les DVD. Et en plus de ça, après on pourra jouer à des jeux cultes, dont God of War, ou ce genre de jeu dessus. Et bien sûr, bah, les gens, voilà, ils achètent donc au départ souvent la PlayStation 2 en tant que lecteur DVD, puis après ils se rendent compte qu'on peut acheter des jeux, donc ils achètent des jeux dessus. Et bah là, Sony, ils frappent un gros coup, hein. Là, Sony, ils se font du fric, hein. On va pas se mentir qu'ils font de l'argent. Et pas qu'un peu, hein. Ils font quand même beaucoup d'argent là-dessus. Elle a aussi une rétrocompatibilité, je vais y arriver. Donc c'est un geste pour le peuple, clairement, parce que elle était rétrocompatible avec bien évidemment la PS1 et non pas la Nintendo DS. Ce qui veut dire qu'on pouvait tu pouvais rejouer à tous tes anciens jeux que tu avais achetés sur la PlayStation 1. Et imaginons, tu as acheté tes jeux PlayStation 1. Tu achètes la PlayStation 2, tu fais... Enfin, t'es obligé de vendre ta PlayStation 1 si tu veux acheter la PlayStation 2. Et là, tu te rends compte qu'en fait, elle est rétrocompatible, t'es tellement heureux. Tu te dis, mais tous les jeux, tous mes jeux PS1 que j'ai déjà acheté à l'époque, bah, je vais pouvoir les remettre à la PS2, c'est génial. Alors, mais il y a eu bien sûr des jeux exclusifs sur la PS2 hein, qui sont pas sortis sur la PS1. Alors, il y en a eu plus de 3800 jeux sorti sur la PS2. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Alors on a un bon paquet hein, que j'ai cité. Je vais vous citer. On a d'abord God of War, donc le 1 et le 2. Donc le premier qu'on va parler dans cette vidéo et le second qui est sorti juste après. Metal Gear Solid 2 et 3. Donc le premier étant sorti sur la première PlayStation. Et voilà, crack le 2 et le 3 arrive sur la PS2. Un truc avec 13 ans d'activité. Oui, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de jeux dessus. Et beaucoup de suites de séries sont arrivées dessus. On a Final Fantasy, j'arrive même pas à lire les chiffres, je crois que c'est 10 et 12. Hein. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est 10 et 12. J'imagine. Oui, je suis nul en chiffres romains, et alors oui, c'est écrit en chiffres romains dans moi. Je crois que c'est 10 et 12, mais bon. On a Shadow of the Colossus. Gran Turismo 3 et 4, GTA 3, Vice City et San Andreas. GTA classique, hein, toujours. GTA rime toujours avec PlayStation et PlayStation rime toujours avec GTA. Jak and Daxter, Ratchet and Clank, Sly Cooper. Inconnu du bataillon, je ne sais pas qui c'est. Kingdom Hearts 1 et 2. Devil May Cry et Resident Evil 4. Donc ouais, Resident Evil aussi pareil. Hein. Tu parles PlayStation, tu parles Resident Evil souvent. Souvent les deux vont ensemble aussi, donc c'est forcément ils sont liés. Maintenant, je vais parler un peu des anecdotes de la console. J'ai pas fait ça pour la Wii la dernière fois. Maintenant, je vais parler un peu de ça pour la PS2. Donc la PS2, en fait, elle était tellement populaire, pour vous dire, hein, tellement comme elle vient marcher, tellement la console était révolutionnaire, qu'elle a creusé des émeutes dans certains magasins au Japon. Ouais, waouh, je crois pas qu'il y ait des consoles qui créent des émeutes comme ça depuis longtemps. Hein. Ouais, donc vraiment, pour vous dire la révolution, il y avait des émeutes au Japon. La deuxième anecdote, c'est que la CIA, donc attention, vous êtes prêts à l'accent anglais, The Central Intelligence Agency, plus jamais je fais un accent anglais, aurait utilisé des PlayStation 2 pour faire des tests de puissance informatique parce que le processeur donc l'Emotion Engine, en fait il était étonnamment performant et donc la série voulait faire des recherches dessus pour peut-être faire des choses, je sais pas quoi. Et la troisième anecdote, c'est que certains développeurs ont dit qu'en fait la PS2 c'était difficile à programmer, mais qu'en fait quand tu maîtrisais la programmation sur une PS2, tu pouvais faire des miracles. Un exemple, Shadow of the Colossus, qui est un miracle, apparemment. Voilà, donc si tu savais maîtriser la programmation sur la PlayStation 2, tu pouvais faire de sacrés jeux. Et ça, c'est cool. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus dessus, hein, si vous voulez. Bon, maintenant on va parler du jeu God of War
God of War, la guerre des dieux, quoi. Donc les origines de la saga. Donc la série God of War, elle est intégrée par David Jaffe et développée par le studio Santa Monica, un studio de Sony. Donc voilà, c'est Sony, ceux qui ont fait la PlayStation 2. Donc ils avaient une de leurs parties dans l'entreprise, c'était Santa Monica Studio, et donc ils ont créé, c'est eux qui chargeaient de faire des God of War. Ils en chargent toujours, je crois. Donc God of War c'est sorti en 2005 sur PlayStation 2, bon voilà. Aujourd'hui, vous devez le savoir, la franchise est devenue une des plus emblématiques du jeu vidéo. God of War aujourd'hui, c'est une image du jeu vidéo, pour vous dire, faut le faire quand même hein, pour être une image du jeu vidéo. Donc l'histoire un peu du premier God of War. Donc on découvre Kratos, un ancien capitaine spartiate brutal et torturé. Il a vendu son âme à Arès, le dieu de la guerre, pour gagner une bataille, mais il a été trahi, manipulé par Arès. Kratos tue sa propre famille et dévoré par la culpabilité de ce qu'il vient de faire, il devient le fantôme de Sparte. Kratos est ensuite envoyé par les dieux de l'Olympe pour tuer Arès, parce qu'il voulait faire un coup d'état pour une ville, Athènes. Il voulait faire une sorte de coup d'état à Athènes. Et donc ce qu'il réussit à faire avec la boîte de Pandore. Et à la fin, après avoir battu Arès, c'est lui-même qui est nommé le nouveau dieu de la guerre. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire du jeu. C'est un mec, pour gagner une bataille, il a pris Arès il était en mode ouais vas-y je vais t'aider. Kratos il a gagné sa baston, et puis Arès il a fait... on sait pas pourquoi il a fait ça, hein. Il avait envie, voilà. C'est un peu tous les dieux, ils ont envie, ils le font. Et donc il avait envie, et voilà, il l'a manipulé pour qu'il tue sa famille. Non mais après c'est bien Mario aussi, c'est bien. Voilà, donc c'est ça l'histoire du jeu, en gros, hein, c'est vraiment en gros. Donc après, Kratos il sert les dieux pendant au moins une dizaine d'années. Puis après ça, c'est Athéna qui lui dit ouais Arès il fait chier à Athènes là. Et du coup va lui péter la tronche. Et donc Kratos il a besoin de la boîte de Pandore quand même pour lui péter la tronche. Et donc il y va parce que vas-y il a pas le choix, il a envie de se venger aussi. Donc maintenant on va pouvoir parler un peu des anecdotes sur le jeu. Donc forcément le jeu comme tout jeu je pense, peut-être les plus paumés, possède des anecdotes. Et donc on va commencer par le nom de Kratos. Donc son nom, hein, Kratos ça vient de la mythologie grecque. Bon jusqu'à là c'est normal parce que God of War c'est un jeu sur la mythologie grecque. Donc dans la mythologie grecque, Kratos, ou plutôt, enfin ça s'écrit plutôt, nous on voyait notre Kratos, ça s'écrit avec K-R-A-T-O-S. Et dans la mythologie grecque c'est C-R-A-T-O-S, il y a un C à la place du K. Et en fait c'est une divinité personnifiant la force et le pouvoir. C'est un serviteur de Zeus, ce qui est plutôt ironique vu que Kratos dans le 2 il veut défoncer Zeus. Dans God of War 2 il veut défoncer Zeus, donc c'est vachement ironique. Parce que dans la mythologie c'est son serviteur, dans le jeu il veut lui défoncer la tronche. Ouais, c'est... je pense Zeus il est triste. La deuxième anecdote c'est que le jeu il a été inspiré par Devil May Cry et Prince of Persia. Ils sont beaucoup inspirés du jeu donc Devil May Cry pour les combats, parce que les combats fluides, parce que c'était un système de combat très ressemblant du coup à God of War. Il était vachement dynamique et donc ils s'en sont inspirés pour faire leur propre système de combat. Et du jeu de Prince of Persia, The Sands of Time, désolé pour l'accent anglais, hein. Et pour les énigmes et les éléments de plateforme, parce que oui dans le jeu il y a des énigmes. Bon, je sais pas, j'ai fait que le début du jeu donc je sais pas si elles sont très constructives, mais il y a des énigmes en tout cas. Tout ce que je peux dire. Alors la troisième anecdote c'est le surnom le fantôme de Sparte. En fait il a pas une origine si ouf, le surnom fantôme de Sparte. En fait vous savez pourquoi Kratos il a la peau blanche comme neige, enfin Blanche Neige, le film Cabadé là. Et en fait c'est parce que il est couvert des cendres de sa femme et de sa fille qu'il a tué sous l'influence d'Arès. Et du coup ça lui colle à sa peau et c'est ce qui lui donne sa teinte bien blanche. Alors, ouais c'est... force à lui, voilà, moi j'ai que ça à dire. Voilà, on va passer à la quatrième anecdote. Donc le jeu, il a failli être interdit. Parce que
Vous avez dû le voir au disclaimer au début de la vidéo qu'il est très violent, le jeu, même vous scènes que vous allez voir sur le milieu de votre écran. Le jeu est très violent, voilà, il y a beaucoup de sang. Il y a aussi des scènes de nudité. Non, vous n'en verrez pas, ne vous inquiétez pas. Et même si vous le vouliez, bah allez voir des extraits sur YouTube, mais pas sur cette chaîne. Hein. Donc voilà, il y avait une atmosphère très adulte. Et donc, il a failli être censuré dans certains pays. Bon, je comprends les raisons. Il a même été banni temporairement en Arabie Saoudite. Ouais, il est en mode un peu... Ouais, alors, mon frère, non. Ensuite, la cinquième anecdote, c'est que les ennemis ont des animations contextuelles. Alors, comment dire ça? En clair, Kratos, bon ça c'est dans tous les jeux, je crois bien, il peut tuer ses ennemis de différentes façons selon leur position ou son arme. C'est appelé, donc dans le terme, en termes du programmation, ça s'appelle le Context Scientifical. Et donc en fait, il peut tuer, hein, tout simplement, dans certaines situations, avec l'arme qu'il a, tout ça, un ennemi d'une certaine façon, sous pour les finishes. Pour finir l'ennemi, il fait ça. C'était une révolution à l'époque, hein. Aujourd'hui pratiquement tous les jeux c'est ça, enfin pas tous, mais la plupart des jeux oui c'est ça. Maintenant t'as le Context Scientific Kill, mais à l'époque c'était révolutionnaire parce que c'était le premier jeu hein, à installer, c'est vraiment connu, où ça a vraiment mis en place ça. Donc aujourd'hui grâce à ça on retrouve cet héritage dans pas mal de jeux. Donc le doubleur original de Kratos, sixième anecdote, je t'ai pas dit, c'est Terence C. Carson. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est une anecdote. Hein. Donc Terence C. Carson, c'est un acteur américain qui a donné sa voix grave. Hein. On connaît Kratos qui a une voix très grave et puissante. Elle est pratiquement inoubliable dans les jeux jusqu'à God of War 3. Parce que à partir de God of War 3, aujourd'hui le doubleur de Kratos c'est Christopher Judge. Donc il a pas du tout la même voix, il a une voix un peu plus calme. Elle est toujours grosse, hein, mais il a une voix un peu plus calme. Mais oui, la voix de Terence C. Carson et de God of War même. Avant le 3, c'était vraiment quelque chose. Oui, on s'en souvient, elle est assez mémorable sa voix quand même. Hein. La sixième anecdote, il y en a beaucoup, hein, c'est que le jeu a été utilisé dans des cours d'histoire et de mythologie. Alors, vous savez quand on disait que le jeu avait... Ouais, j'ai abandonné ma phrase. Donc certaines écoles et professeurs, ils ont utilisé des extraits de God of War pour illustrer des éléments de la mythologie grecque. Alors même si évidemment c'est très romancé dans le jeu, hein, forcément c'est pas du tout voilà comme dans la vraie vie, même si la mythologie n'existe pas. Hein. Et surtout c'est très sanglant. Je me demande vraiment quel professeur est arrivé dans la salle des profs et il s'est dit venez les gars, j'ai trouvé le jeu sympa et on met ça pour illustrer les trucs de la mythologie grecque. Bah, moi j'aimerais pas avoir ce prof. Quoi que je sais pas, moi si je le PS2, faut tenir compte. Ouais, non mais faites pas confiance à ce prof. Et donc la huitième et dernière anecdote. Il a failli avoir un Kratos différent. Oui. En fait, au début du développement de God of War, en fait Kratos ça devait être un personnage plus calme. Peut-être même une femme. Oui. Il a fait changer ça avec ça, hein, Kratos. Mais les développeurs, ils se sont dit au final, bah en fait vu qu'il y a du sang partout, tout ça, ça aurait pas vraiment de sens de mettre un mec calme, chill, qui tue tout le monde avec du sang. Tout ça. Imaginez Kratos en position de chill guy en train de tuer tout le monde là, avec plein de sang et tout là. Et donc au final ils ont choisi de prendre le guerrier brutal et torturé, bien violent là, qu'on aime bien et que toujours aussi mémorable. Voilà, bah moi j'en ai fini avec mon speech. Hein. Alors mon avis sur le jeu, bah, c'est que pour moi God of War c'est encore une fois, comme je l'avais dit pour les Mario Bros, enfin Mario Bros oui, c'est un jeu parmi tous les jeux vidéo, mais il ressort plus que les autres. Si vous voulez vraiment si vous aimez vraiment God of War, je vous invite à le tester. Enfin, si vraiment vous n'avez pas peur des scènes de nudité et d'une grande violence, et puis vous aimez ça, alors là je vous invite à le tester. Ce jeu il est fait pour vous. Si vous aimez les énigmes, il y en a quelques-unes. Bon. Si vous aimez les énigmes et la grosse violence en clair, le combat, le tabassage, bah, prenez God of War 1, c'est même le meilleur jeu pour ça. Sur ce, abonnez-vous et likez cette vidéo. Sinon j'envoie Kratos
tabasser votre porte de maison. Et bah sur ce, c'était Stekashi et au revoir.